Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Bonjour, on se retrouve dans La Traversée pour la suite du débriefing et des leçons avec Fatih Emrani. Et donc dans cet épisode précédent, Fatih nous a parlé notamment de réseau, et moi j'ai envie de vous parler de la composition du bon réseau. Le réseau, en fait, c'est évident, on a besoin de réseau quand on entreprend, on a besoin de réseau quand on cherche des informations pour progresser, ou bien tout simplement quand on veut influencer une décision. Donc le réseau, c'est comme un filet, un moyen d'arriver à ses fins, mais en même temps d'être soutenu. Et pour avoir pratiqué ça avec un certain nombre de sportifs de haut niveau pendant des années que j'emmenais au jeu, ou que j'emmenais pas dans la réalité, mais enfin que je soutenais pour qu'ils puissent performer aux Jeux Olympiques, eh bien, il y avait un point fondamental qui était comment je compose ce que moi j'appelle ma Dream Team, c'est-à-dire les 20 personnes qui vont être autour de moi, qui seront nécessaires pour que dans 4 ans, je sois encore là, pour que dans 4 ans, je sois au niveau que je souhaite être. Et donc, si c'est être champion, si c'est simplement être en finale, si c'est je ne sais quoi, en fonction de l'objectif. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a tendance à s'occuper que des 3-4 personnes qui sont autour de nous. Alors qu'en fait, même pour un individu, et a fortiori pour une entreprise, on a besoin de beaucoup plus de personnes autour de nous. Donc il est nécessaire, et moi je fais ça par rond concentrique, c'est-à-dire que comme des vibrations autour de moi, il y a des gens qui sont autour de moi et qui vont graviter autour de mon activité. Donc évidemment, il y a les gens qui travaillent pour vous, avec vous, au quotidien, et puis des gens qui gravitent avec vous, autour de la sphère privée plutôt que de la sphère professionnelle, et qui vous soutiennent dans votre démarche. Puis il y a des gens qui vous soutiennent, qui sont vos amis. Mais il y a aussi des gens qui sont des professionnels, des experts dont vous avez besoin. Vous avez aussi besoin peut-être de clients particuliers avec lesquels vous avez un lien fort, avec des sous-traitants. Donc, toute une famille, en fait, autour de vous, qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Et il faut que cette famille soit consciente que vous attendez quelque chose d'eux. Si vous ne les prévenez pas, que vous avez des attentes, que vous espérez leur soutien, eh bien, ils ne seront pas là au rendez-vous ou pas obligatoirement dans la bonne attitude. Donc la première chose pour moi, c'est de définir qui sont ces 20 personnes qui vont compter, qui vont évoluer avec le temps. Je ne sais pas, on peut avoir besoin d'un avocat, d'un notaire, mais comme on peut avoir besoin de soutien affectif. Donc quelles sont les personnes qui sont là-dedans ? Moi j'ai besoin de santé, donc quels sont les gens qui permettent que je reste en bonne santé ? Ça peut être un coaching sportif pour certains, je ne sais quoi. Mais peu importe les personnes que vous avez besoin d'avoir, mais ce qui est important c'est de les nommer, de se rendre compte que si oui ou non elles sont au niveau que vous attendez. Si elles ne sont pas au niveau, ça veut dire que vous devez chercher quelqu'un d'autre. Et puis après, vous allez déterminer à quelle proximité, comment vous êtes proche d'eux ou pas. Et donc, par ces ronds concentriques, vous allez autour de vous, vous êtes au centre, ou l'entreprise est au centre, vous et votre associé, si vous avez des associés, le club, on va dire le noyau, et puis autour, il y a des gens qui gravitent. Et donc, ça peut évoluer avec le temps, mais c'est important de savoir qu'il y a des gens, même s'ils sont loin, est-ce que je peux compter sur eux ? Et si j'ai besoin d'eux, est-ce que je les ai ? Et donc, la première chose que je vous conseillerais, c'est de faire ça sur un papier, de vous rendre compte que vous avez ou pas l'équipe qui va vous permettre de réussir. Et l'équipe qui va vous permettre de réussir aussi, elle doit être là au fil du temps. Donc au fil du temps, il faut qu'elle évolue. Au fil du temps, elle va aussi évoluer parce que certaines personnes vont partir, vont arrêter leur activité. Et il faut que vous ayez des gens qui les remplacent. Et pas que vous rêviez de la personne que vous aviez avant, mais qui n'est plus là. Ça, c'est la première chose, comment je compose ma Dream Team. Maintenant, c'est comment je l'utilise. Comment je l'utilise ? C'est le principe, c'est de se rappeler que
si on veut progresser, si on veut fonctionner, il faut qu'on se demande des choses. Donc il faut apprendre à demander, il faut apprendre à se challenger mutuellement pour que quand il faudra aller plus loin, plus fort, plus vite, eh bien je pourrai atteindre ça parce qu'on sera habitué à se challenger et à se soutenir. Pour moi, c'est vraiment un filet dans lequel, si je tombe, je ne tomberai pas plus bas parce qu'il y a des gens qui me retiendront, qui feront en sorte de me dire que ce que je fais dysfonctionne, ou bien que ce que je fais est top, ou bien que là, en ce moment, je retombe dans mes dysfonctionnements parce que tant qu'à faire, je leur ai expliqué comment je dysfonctionnais. Dans mon cas, je fais trop de choses. Dans mon cas, je perds de l'attention. Je ne suis pas disponible. Donc, c'est des symptômes simples que je connais, que j'explique aux gens qui sont autour de moi et qui me disent quand je dysfonctionne, si je ne suis pas capable de m'en rendre compte. Donc, premier point, c'était le réseau. Deuxième chose, c'était, elle nous a parlé de ces valeurs qui étaient essentielles, de se rendre utile pour elle, de la solidarité dont elle parlait au propos de ces 25 000 repas qu'elle avait proposés aux soignants. Pour moi, il y avait aussi un autre point, c'était le travail bien fait ou être positif. Tout ça, c'est des valeurs qui vont driver mon business, qui vont driver mon activité. Dans le sens que mes valeurs, il est nécessaire qu'elles soient conscientes. Une grande partie d'entre nous, en fait, on utilise des valeurs, on sait qu'on a des valeurs, mais on ne les a pas conscientisées. Et par conscientiser, j'entends vraiment faire l'effort de les noter et puis de les mettre devant mon nez, à mon bureau, peu importe que ce soit chez moi ou à l'extérieur, mais c'est devant moi. Et ça me permet de les valider parce que la première chose que je me suis aperçu, c'est qu'une partie des valeurs, la première fois que j'ai fait cet exercice, je me suis aperçu que les valeurs que je nommais étaient souvent des valeurs. Alors, des fois des valeurs morales qui n'étaient pas obligatoirement celles dont j'avais besoin dans le monde professionnel. Pour certaines, c'était juste, pour d'autres, non. Mais aussi des valeurs qui ne m'appartenaient pas, qui étaient celles de ma mère, qui étaient celles de mon père, qui étaient celles de gens que j'appréciais, mais que j'aurais mis peut-être 10, 11, 8, mais pas 1, 2, 3. Et donc, en conséquence, elles apparaissaient bien trop haut dans mon classement. Et le fait de les conscientiser, de les mettre devant les yeux, de se rendre compte qu'en fait, on manage toujours sur ces valeurs. Alors, tant qu'à faire, autant manager sur ces valeurs d'une manière explicite plutôt que de manière implicite. Et puis la deuxième chose, le deuxième intérêt pour moi, c'est d'éviter des conflits de valeurs. Si je n'ai pas hiérarchisé mes valeurs, eh bien quand deux valeurs vont être en difficulté l'une par rapport à l'autre, je ne sais pas, une qui serait la performance et la deuxième qui serait, je ne sais pas, l'écoute, peut-être que par moment, écouter vous rend moins performant de votre point de vue ou au contraire vous rend plus performant. Il faut savoir dans quel sens vous les mettez. Si vous avez mis, je ne sais pas, bien-être et exigence, eh bien, ça peut être contradictoire. Et donc, à quel moment je mets exigence ou à quel moment je mets bien-être? À quel moment je mets joie? Et à quel moment je mets peut-être, j'en sais rien, efficacité? Et elles sont pas obligatoirement contradictoires, mais par moment, elles pourraient s'avérer être antagonistes. Et en clarifiant ces valeurs, eh bien, ça nous permet de prendre des décisions qui sont plus justes. Donc, on parle ici de décisions saines et justes. Eh bien, un des moyens pour prendre des décisions saines et justes, c'est de clarifier les valeurs que nous avons, clarifier l'ordre dans lequel on les met, et puis j'appellerais de les mâcher, de les entretenir, de les mettre en situation, parce qu'en fait, des fois, on se raconte la vie, mais c'est pas la réalité. Donc, de se remettre dans des situations. Je vous donne juste un cas. Je me rappelle, je manageais une équipe à Londres il y a un certain nombre d'années maintenant. Et il y avait une femme qui était là, et on était sur des grands plateaux. Et moi, ma famille était à Paris. Je faisais des allers-retours entre le lundi et le vendredi. Et donc, moi, je travaillais tard parce que je voulais que le plus vite possible, je rentre sur Paris et que ma mission se finisse. Et cette femme, elle travaillait à 100 km de Paris, enfin à 100 km de Londres, pardon, elle habitait 100 km de Londres. Et quand elle finissait le soir, elle avait encore pour 1 heure et demie de transport. Et elle était là régulièrement à 21h, à 22h. Et donc, une fois, je vais la voir et je lui dis « Qu'est-ce que tu fais là ?» Elle me dit « J'ai pas fini mon travail, je veux absolument finir. » Bon, c'est pas toujours facile de parler au boss. J'étais le boss pour elle. Et en conséquence, elle avait peut-être besoin de me dire qu'elle travaillait. Et je vois sur son bureau, il y avait une photo avec elle, son mari, et puis ses 2 petites filles. Et donc, je lui dis c'est tes filles? Elle me dit oui, bien sûr. Et je lui dis elles ont l'âge qu'elles ont sur la photo? Et elles avaient à peu près 18 mois et 3 ans à tout casser. Elle me dit oui, à peu près. La photo vient d'être prise le week-end dernier. Et je lui dis, en fait, tu les vois quand?
Et là, il y a eu un blanc, et puis elle me dit, quand je rentre le soir, je leur fais un bisou, puis le matin, quand je pars, je leur fais un bisou. En fait, elle partait, elle dormait encore, et alors, quand elle arrivait, elle rentrait. Et je dis, mais le week-end, tu es avec elle? Bien sûr, je suis avec elle, mais est-ce que tu penses vraiment à elle, ou est-ce que tu penses encore à ton travail? Et là, j'ai senti qu'il y avait un petit doute sur ce qu'elle faisait réellement. Elle était tellement impliquée dans son travail qu'elle ne se rendait pas compte que peut-être elle négligeait sa famille. C'est pas à moi de décider ça. Ce que je lui dis simplement, je lui dis en fait, est-ce que ce qui est le plus important c'est ta famille, ou est-ce que ce qui est le plus important c'est ton travail? Parce que si c'est ton travail, je comprends, reste. Si c'est ta famille, pars. Et fais en sorte de les voir. Et puis concernant ton travail, on va s'arranger. Pour moi, c'est juste ça, c'est que si on ne clarifie pas, en fait, on se retrouve à passer à côté de ce qui compte pour nous dans la vie, parce que pour moi, les valeurs, c'est ce qui compte, ce qui a de la valeur. Et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on se trompe. On se trompe dans le premier sens du terme, ça veut dire qu'on se ment à soi-même. Et ça, c'est une des pires choses qu'on puisse faire dans l'entrepreneuriat, se mentir. Alors, un des points qui me paraissait aussi fondamental pour elle, je reviens à Fatih, elle nous dit à un moment donné, moi j'ai l'entrepreneuriat dans la peau, j'ai adoré cette expression, et quand elle s'était retrouvée la première fois dans une société, elle avait beaucoup de mal à être tout simplement salariée, elle était toujours en train d'entreprendre dans son travail. Et effectivement, on peut entreprendre, on peut faire de l'entrepreneuriat au sein d'entreprises, ça s'appelle l'intrapreneuriat, et je crois profondément à ça, mais je crois aussi profondément à l'entrepreneuriat, ce qui est le cas de Fatih. Alors pour moi, ça me pose toujours la question, c'est quoi être entrepreneur? Qu'est-ce qui fait qu'on entreprend? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'entreprendre? Qu'est-ce qui fait que demain matin, vous aurez envie de faire d'autres projets? Alors pour moi, il n'y a pas une recette, mais je dirais qu'il est nécessaire de créer ce sentiment d'envie. Donc c'est un sentiment d'une énergie de trip, c'est quelque chose qui vous met en mouvement. Et donc il faut rester toujours sur ces histoires de rêves dont on a déjà parlé. Et donc prenez le temps de trouver ce qui vous fait vraiment rêver, ce que vous avez vraiment envie de mettre en œuvre, parce que ça c'est bien plus puissant pour continuer à entreprendre. Parce que entreprendre, c'est pas réussir. L'entrepreneuriat, c'est comme une drogue, on a envie de faire ça. Réussir, c'est souvent un processus, c'est plutôt une manière d'être qui va nous amener parfois dans des postures égotiques et qui n'est pas toujours juste. Donc je fais bien le distinguo entre la réussite et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, évidemment, vise une forme de succès, mais pas obligatoirement la notion de réussite perpétuelle. Le troisième sujet dont on a parlé ensemble, c'était, ça fait le quatrième maintenant, l'optimisation perpétuelle. L'optimisation perpétuelle. J'aime bien ce terme. Alors je le fais résonner un peu. L'optimisation perpétuelle, ça a à voir avec Kaizen, ça a à voir avec les techniques de petits pas, ça a à voir avec trouver son chemin petit à petit. Et pour moi, c'est intéressant comme idée que de toujours prendre le temps d'optimiser, de maximiser, d'optimiser mon travail ou mes ressources. Et je trouve que c'est toujours une opportunité d'aller vers un mieux-être ou un mieux-faire. À partir du moment où l'optimisation n'est pas une sorte de maladie qui fait qu'on n'a pas de temps de repos. Donc, comment vous optimisez? Qu'est-ce qui fait qu'on optimise son travail, ses tâches? Est-ce que c'est une notion qui a à voir avec le temps? Est-ce que c'est une notion qui a à voir avec le résultat? Est-ce que c'est une notion qui a à voir avec la qualité? Voilà, je pense que c'est des questions qu'il faut se poser souvent et on ne les pose pas toujours avec les différents registres. Pour moi, les trois registres qui reviennent tout le temps, c'est la qualité, la volumétrie et puis la rapidité, quoi. Et souvent, il y a une confusion avec la notion de rythme. On reviendra peut-être à l'occasion sur ce sujet, mais avoir du rythme, c'est justement ne pas confondre vitesse et précipitation. Et donc, dans l'optimisation, il y a quelque chose d'intéressant, si c'est pas maladif, au point que on est en permanence en train d'essayer de faire le 99,99%. Mais si on est simplement en train d'essayer de s'améliorer, je trouve que c'est toujours très juste de vouloir s'améliorer et d'essayer de... Ça peut être lié au dépassement de soi, mais ça peut être tout simplement lié à avoir le sentiment de progresser. Et je trouve que c'est essentiel dans l'entreprise souvent de permettre aux gens de pouvoir progresser, de permettre aux gens de pouvoir se rendre compte qu'ils ont amélioré le travail initial.
Et j'ai trouvé qu'aussi, il y avait quelque chose qui pouvait être associé à ça, c'est que dans l'optimisation, il y a des valeurs qui vont, pour certains, toucher, je sais pas, l'innovation, pour d'autres, la créativité. Et pour moi, j'aime bien aussi y mettre le douter, mettre du doute pour que on retrouve du stimulant, douter un peu qu'on est arrivé, douter que tout est bon, tout est parfait. Donc l'optimisation, c'est aussi un moyen pour se remettre en cause, pour reposer la question autrement de ce que je fais, de comment je le fais. Et ça, c'est aussi une attitude de l'entrepreneuriat, d'accepter de douter pour se remettre en cause. Donc je trouve que c'était intéressant de revenir sur ces deux sujets-là. Et puis il y avait deux autres sujets que j'avais envie de vous reparler, qui étaient comment bien s'associer, comment être complémentaire et pas un clone. C'était sa difficulté. Elle nous disait qu'elle avait utilisé un site de rencontre d'associés. J'avais jamais fait ça, je ne savais même pas que ça existait avant de rencontrer Fatih, mais j'ai trouvé ça top. Elle m'en avait parlé il y a, je sais plus, il y a 4 ans, il y a 5 ans quand on s'est rencontrés, mais j'avais trouvé ça marrant qu'on trouve son associé sur un site de rencontre. Et puis ensuite, est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne? Et les questions que je me pose, c'est comment bien s'associer. Et j'ai pas de réponse toute faite, mais j'ai quelques exercices ou quelques pistes à vous proposer. J'en ai une qui s'appelle, que je fais pas que pour le monde, les associés, mais pour moi, s'associer, c'est vraiment comme se marier. On va prendre un temps qui va être très important, ensemble, qui correspond déjà au temps de travail, qui est de 8 à 10 heures par jour, facilement pour un entrepreneur, et des fois beaucoup plus que ça. Et en général, plutôt 5 jours par semaine ou 6 jours par semaine que moins. Donc on est des fois souvent dans une relation dans laquelle vous voyez plus votre associé que votre conjoint ou votre conjointe. Et donc je me pose la question de comment on fait pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Et j'ai pas une réponse toute faite. La réponse que je vous donnerai, c'est de prendre le temps de mettre sur un papier et demander aux deux de le faire quand on commence à penser qu'on va pouvoir s'associer, qu'on va fonctionner ensemble. Moi je fais ça aussi avec mes enfants qui sont grands. J'ai fait ça avec les gens qui comptent dans mes fournisseurs et mes clients, que je revois régulièrement, avec qui j'ai une relation, je dirais, récurrente. Eh bien, je définis quels sont mes apports, qu'est-ce que je vais apporter dans la relation, et je demande à l'autre qu'il définisse ce qu'il va apporter dans la relation, ou pour l'entreprise, par exemple. Et puis ensuite, quelles sont mes attentes. Donc, qu'est-ce que j'attends de la relation, en l'occurrence avec mon associé, mais ça pourrait être celle avec mon conjoint, avec d'autres. Donc mes apports et mes attentes, d'un côté. Et de l'autre côté, je mets mes zones d'intolérance. Et mes zones d'intolérance, c'est les choses qui font que ça dysfonctionnera entre nous si l'autre ne les respecte pas. Donc je ne peux pas avoir 36 zones d'intolérance, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais dans l'esprit, ça correspond à l'ancienne, je dirais, comme le gendarme qui m'arrêtait sur la route, qui pouvait m'arrêter sur la route parce que, je sais pas, j'ai traversé une ligne blanche et donc il me faisait la morale. C'était plutôt comme ça que ça se passait avant. Mais si 300 mètres après, il me récupérait et j'avais encore passé la ligne blanche, à ce moment-là, il considérait que c'était plus une erreur, mais ça devenait une faute. Et en conséquence, j'avais une amende et en plus, aujourd'hui, je perdrais des points. Donc le processus, c'est de passer de rester au niveau de l'erreur et pas au niveau de la faute. Donc si je ne sais pas, je peux prétendre que je suis au niveau de l'erreur. Mais quand je sais, quand j'ai compris, eh bien de refaire, c'est une faute. Et souvent, une bonne partie, j'ai remarqué que les choses qui étaient de l'autre côté de la ligne, ce que j'appellerais donc mes points de dysfonctionnement, les choses qui sont inadmissibles, eh bien c'est souvent des choses qui ne sont pas importantes pour les autres, qui ne sont pas difficiles à tenir pour les autres. Donc c'est pour moi essentiel d'oser s'en parler, d'oser se dire, donc mes apports, mes attentes, et puis les lignes que je ne dois pas franchir. Et une fois que j'ai défini ça, alors évidemment on pourrait clarifier après mes besoins, mes désirs, et ainsi de suite, mais je dirais que le basique c'est ça, et ça avec ça on peut déjà fonctionner. Et ça il faut oser le refaire régulièrement, peut-être pas tous les 6 mois, mais je sais pas, une fois par an, une fois tous les 2 ans, pour se reposer la question de savoir s'il y a des choses qui ont évolué. Donc, je sais pas, il y a des choses peut-être que vous apprenez à mieux vous connaître.
Je sais pas, je me rappelle d'un entrepreneur avec qui j'ai fait ça et qui m'avait dit, moi, le fait accompli, c'est insupportable. Qu'il arrive au dernier moment en me disant qu'il n'a pas fait le truc, que je suis obligé de le remplacer au pied levé. Tout ça, ça m'insupporte. Ok, tu lui en as parlé? Bien évidemment non. Donc, comment tu fais pour lui en parler? Parce qu'il faut que tu lui en parles, puisque ça va devenir pour toi des fautes et plus des erreurs. Et en conséquence, tu auras envie de le taxer. Et en conséquence, ça va tuer votre relation, d'associé en tout cas. Et donc clarifier ça, ça vous permet de sauver vos relations, ça vous permet d'avancer dans vos relations, ou ça permet simplement aussi d'être plus pertinent après avec le temps. Le dernier point que j'avais envie de parler, c'était de la capacité d'avancer pas à pas, donc dans l'optimisation, on en avait parlé tout à l'heure, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est dans l'esprit de Kaizen, c'est oser fixer des objectifs qui sont mesurables, qui sont petits et qui progressent. Moi, j'aime bien appliquer ça des quick wins, c'est-à-dire faire en sorte que régulièrement, on ait de quoi célébrer. Régulièrement, on est avancé. Régulièrement, on a réussi quelque chose. Et que si je suis toujours dans des grands pas ou des grandes enjambées, eh bien, je ne mesure pas toujours mon avancement. Peut-être qu'il faut longtemps, il faut attendre longtemps. Si vous êtes comme moi à féliciter les gens plutôt à la fin, donc au début, je pars avec beaucoup d'énergie et puis à la fin, je félicite beaucoup. Mais des fois, au milieu, je suis exigeant et donc je m'apercevais que certains pouvaient se fatiguer. Donc j'ai fait mien cette technique d'avancer pas à pas, petit à petit, pour permettre à chacun de trouver son rythme. Et que je me suis bien évidemment aperçu que entre la lièvre et la tortue, effectivement, même si la tortue semble pas avancer, elle avance toujours dans la bonne direction. Pas toujours le lièvre. Et donc ça aussi, ça me permet de valider au fur et à mesure que j'avance bien dans la bonne direction. Et comme on dit en coaching, tout ce qui ne me rapproche pas de mon objectif m'en éloigne. Et c'est une maxime qui me permet moi de faire des choix et de me dire à chaque fois, est-ce que ça m'en rapproche ou est-ce que ça m'en éloigne? Et quand j'avance pas à pas, c'est souvent plus simple. C'est souvent plus simple de prendre compte, de me rendre compte que je ne vais plus dans la bonne direction, que cette direction ne me convient plus. Ça peut aussi être cela, que je change en fait la destinée ou la destination. Et ça me permet donc de valider mon trajet. Donc aujourd'hui, j'avais envie de revenir aussi sur un autre point qui est comment on recrute. Je trouve que c'est quelque chose qui est difficile. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi, recruter, j'ai recruté beaucoup de gens dans ma vie. Et quelques milliers, donc je pense que j'en ai recruté beaucoup. Mais pour autant, j'ai toujours un doute sur est-ce que c'est la bonne personne. Et je pense que c'est bien de douter. Mais en même temps, je vais vous donner quelques pistes de réflexion qu'on a pu trouver dans la vie en général, dans la vie entrepreneuriale. Et un des points sur lesquels revenait Fatih, c'était suivre son intuition. Et pour moi, c'est essentiel. Si je ne sens pas la personne, eh bien, je ne la prends pas. Parce qu'en fait, souvent, c'est que j'ai compris ce qui dysfonctionnait. Si je veux persister parce que définitivement, elle m'a été recommandée, ou bien parce que je vois qu'elle a tout le profil qu'il faut, et que j'ai vraiment besoin de cette personne, j'essaye de vraiment comprendre en quoi mon intuition me dit « attention ». À quel moment j'ai senti que c'était difficile? Donc j'essaie de revenir dans l'entretien pour être bien conscient de à quel moment il m'a paru difficile. Est-ce que c'est parce que j'ai eu l'impression qu'elle me mentait, cette personne, qu'elle n'était pas juste en gros? Est-ce que c'est parce que elle ne va pas être, par exemple, moi j'ai besoin de gens autonomes, et puis les gens me disent, bah oui, je suis autonome. En fait, je précise, mais non, je ne veux pas quelqu'un d'autonome, je veux quelqu'un de très autonome. Donc, c'est quoi quelqu'un de très autonome? J'ai appris à le définir. Donc, définir et vérifier quand les réponses, si elles me paraissent fluides, naturelles. Je crois beaucoup plus au feedback, au retour naturel entre nous. Et puis, il y a un point qui me paraît important aussi, c'est que si le métier est très concret, je mets à l'épreuve les gens. À l'épreuve dans le sens simple, je leur demande, je leur fais passer un test, mais qui peut faire partie de... Ils peuvent le préparer, ça peut être des fois dans... Mais je ne me contente pas d'une lettre et d'un entretien. Je demande une action, et donc les gens qui sont motivés le font, ou me montrent comment ils feraient.
Donc si c'est une situation réelle ou si c'est pas une situation réelle, mais je sais pas, par exemple, quelqu'un qui veut s'occuper de la communication, je lui demande d'aller voir mon site, de me dire qu'est-ce qu'il pourrait faire, comment il pourrait être meilleur. Je lui demande des choses très concrètes et puis je vois la pertinence du propos. Et si j'entends pas la pertinence, et que je l'entends ailleurs, j'écoute souvent cette vérité qui est une vérité de terrain. Et j'ai pas toujours besoin que quelqu'un soit opérationnel. Donc des fois, il faudrait que quelqu'un soit complètement opérationnel du jour au lendemain. Des fois, c'est pas vrai. Donc il faut suivre ce que vous aviez prévu. Je pense que c'est toujours compliqué de recruter parce que ça nous coûte cher. Mais en même temps, je pense que c'est quand même essentiel de se poser les questions de comment vous allez recruter et qu'est-ce qui fait que ça marche pour vous. Donc toujours à l'écoute d'autres manières de faire. Et pour finir, je voudrais conclure sur un petit conte, puisque d'habitude, on finit toujours par un conte, et ça s'appelle La vraie valeur de la bague. Pour vous donner peut-être une autre manière d'entendre les choses sur les valeurs. C'est l'histoire d'un jeune homme qui un jour il vient voir son maître. Ce jour-là, il arrive en courant et complètement dépité. « Maître, il y a quelque chose qui ne va pas. Personne ne m'écoute. À chaque fois que je fais quelque chose d'intéressant, ou que je dis quelque chose d'intéressant à dire, personne ne m'écoute. Je ne sais pas comment vous le dire, quoi, mais est-ce que vous voulez bien m'aider ? Ah, aujourd'hui, répond le maître, c'est pas la bonne journée. J'ai beaucoup de choses à faire et j'ai pas vraiment de temps à te consacrer. Ça m'étonne pas. Je vous le disais justement, ça se passe toujours comme ça, quoi. Les gens me répondent qu'ils n'ont pas le temps, ils ont autre chose à faire que de m'aider. Moi, je suis perdu, Je suis perdu avec moi-même. Le maître lui sourit. Et il lui répond, voilà ce que je te propose. Il enlève une très belle bague qu'il a à son petit doigt et il la remet à son apprenti. Si tu veux et si tu peux me faire gagner du temps, j'aurai du temps à te consacrer en retour. J'ai besoin de vendre cette bague, alors je te propose d'aller au marché à côté et d'essayer de la vendre. Par contre, j'insiste, je ne veux pas que tu la vendes pour moins de 100 pièces d'or. Est-ce clair ? Pas moins de 100 pièces d'or. Ah, quand même, 100 pièces d'or, c'est une somme, lui répondit-il. Le jeune homme prend le cheval de son maître et au triple galop, il se rend au village d'à côté. Il y a effectivement un grand marché, un souk. Il va d'un marchand à un autre avec cette bague et il leur demande « Est-ce que vous voulez m'acheter cette bague ? Et combien vous m'en donnerez ?» Effectivement, ils veulent tous lui acheter cette bague, mais pas du tout au prix indiqué par son maître. Aucun marchand ne lui propose ce montant. Au mieux, des pièces de bronze, une pièce d'or, mais pas 100. Dépité, il revient voir son maître et il lui dit « Maître, je ne sais pas ce que vaut cette bague, mais ce que vous en voulez, je peux vous le dire, elle ne les vaut pas. Il n'y a pas un seul qui a accepté 100 pièces d'or. Au mieux, ils m'ont proposé une pièce d'or, j'ai négocié pourtant pour obtenir plus. Certains m'ont même proposé que du bronze, pour vous dire. »« Que me dis-tu » reprend le maître. « Que peut-être je me trompe sur la valeur de ma bague. C'est cela que tu me dis ? » J'en sais rien, moi. Peut-être que c'est vrai, peut-être pas, mais en tout cas, il faudrait quand même savoir combien elle vaut avant d'essayer de la vendre à 100 pièces d'or. Parce que peut-être que votre bague, elle ne les vaut pas. D'accord. Je pense que c'est une bonne idée. Alors, ce que je te propose, si tu le veux bien, c'est d'aller voir un joaillier. En connais-tu un ? Oui, il y a un joaillier dans la ville d'à côté. Il faut pas que j'y aille quand même, non ? Si, il va falloir que tu y ailles. Oh non ! Et tu veux connaître la valeur de cette bague ou non ? Bien oui, non, d'accord, je vais y aller, je prends la bague et je la lui vends. Non, surtout pas. Tu lui vends pas. Tu lui vends pas la bague. Quel que soit le prix qu'il t'en propose, tu ne la lui vends pas. C'est bien d'accord ? D'accord. À ces mots, il reprend le cheval du maître, file tout droit sur la ville, trouve le joaillier, entre rapidement dans sa boutique, montre la bague et lui dit « Voilà, j'ai cette bague et je voudrais savoir combien elle vaut. » « Ah, mais je la connais cette bague, c'est la bague de ton maître, » lui répond le joaillier. « C'est moi qui la lui ai vendue il y a au moins, 10 ans. Je suis très étonné qu'il veuille s'en séparer. Enfin, une bague de cette valeur, en tout cas, dis à ton maître. » Il examine à nouveau la bague et dit « Bon, allez,
2000 pièces d'or. Voilà, je pense que 2000 pièces d'or en ce moment, c'est ce que je peux lui donner au mieux. Si vraiment il veut que je prenne mon temps, je pourrais peut-être lui trouver un acheteur pour, disons, 3000 ou 4000 pièces d'or. Mais 2000, c'est ce que je peux lui donner tout de suite. Dis-le lui. L'apprenti est complètement ébahi. Il n'arrivait pas à obtenir une pièce d'or au marché, et là, le joaillier lui en propose 2000. Tout ému, le garçon rentre au triple galop chez son maître, il va le voir et il lui raconte l'histoire. Et je comprends rien. Tout à l'heure, à peine une pièce d'or, et là maintenant, le joaillier veut m'en donner 2000. Et encore, il a dit qu'il était prêt à vous en donner 3000 ou 4000 si vous étiez prêt à attendre. Et s'il avait, parce que peut-être qu'il pourrait trouver d'autres acheteurs. Assieds-toi, lui dit le maître. Après l'avoir longuement écouté, il lui dit ceci. Tu es comme cette bague, un bijou rare et précieux et unique. Et en tant que tel, seul peut t'estimer un véritable expert. Autrement dit, pourquoi exiger du premier venu qu'il estime ta véritable valeur ? Trouve un maître. Seuls les maîtres peuvent t'enseigner. En disant cela, il remit la bague au petit doigt de sa main gauche. Et vous ? Et vous, cher auditeur, qui allez-vous voir pour progresser sur vous-même ? Quels sont les maîtres qui peuvent vous enseigner ? À bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.